Avec l'aide de Nathalie Massard, je vous propose de manière très claire de revenir sur la journée d'hier, une journée à rebondissement digne d'un film à suspense. 16h15 hier après-midi, une vingtaine de députés et sénateurs du Vlaams-Belang entonnent à plein poumon le Vlaamsleu au cœur d'un hémicycle vide, en toute liberté. Au balcon, des sympathisants déploient une banderole sans équivoque. C'est le moment de l'indépendance, du jamais vu. Les francophones sont scandalisés. Les loups sont lâchés là aujourd'hui et je trouve que ça montre bien à quel point nous sommes dans une situation qui est extrêmement grave pour la Belgique. Dans la matinée, pourtant, rien ne laissait présager un tel dérapage. Les francophones se montrent inquiets mais croient encore à une négociation possible. Je trouve que l'important maintenant, c'est qu'on soit serein, qu'on ait du sang-froid, qu'on ait de l'esprit constructif et qu'on avance. Et 2 heures plus tard, coup de théâtre, d'abord via Twitter, avec un Alea Jacta Est posté par le ministre Van Quickenborne, ensuite par la voix même du chef de file de l'Open VLD, le jeune Alexander De Croo. De meerderheidspartijen een zeer duidelijke afspraak gemaakt. Tegen Pasen van dit jaar moest er een onderhandelde oplossing komen voor het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde. Open VLD stelt vast dat de andere meerderheidspartijen deze afspraak niet nakomen. Ons vertrouwen is daarop grondig geschonden. Résultat, l'Open VLD fait tomber le gouvernement. Irresponsable, déclarent à l'unanimité les francophones. On est un pays de fous pour ça. Il y a des problèmes économiques et sociaux terribles et on a un parti qui joue un jeu irresponsable et qui met la stabilité du pays, la situation des francophones, des flamands de ce pays en cause. Et donc effectivement, c'est irresponsable et je suis très choquée par cette attitude. Le VLD porte une responsabilité assez invraisemblable dans un dossier où il était tout à fait possible de franchir des étapes, d'aller plus loin et je ne comprends pas cette volonté de supprimer, je le répète, toute capacité d'action et au Premier ministre et au gouvernement et à ceux et celles qui voulaient négocier et qui l'ont encore prouvé hier. Le Premier ministre se rend alors chez le roi qui décide de consulter avant de trancher. Au même moment, les partis flamands pensent pouvoir voter la scission de BHV à la Chambre malgré un gouvernement démissionnaire. Ambiance. Ce serait très très grave que la plénière se réunisse. Il n'y a plus de gouvernement puisqu'il est démissionnaire et suspendu, la parité n'est plus de mise et donc nous les francophones ne sommes plus protégés par un gouvernement paritaire. Et donc si on veut absolument réunir la plénière, voter en force, c'est non seulement un coup de force, mais on passe d'une crise politique traditionnelle à une crise qui devient un peu une crise institutionnelle, voire une crise de régime, ce serait très grave. Finalement, le président de la Chambre intervient. Il n'y aura pas de séance plénière au Parlement tant que le roi consulte. Et avec nous en studio, Joanne Montet. Alors Joanne, on a évité le scénario catastrophe hier, mais la crise est en suspens. Est-ce que c'est pas un peu reculé pour mieux sauter ? En tout cas, on n'a pas d'indice pour être vraiment optimiste. En fait, les libéraux flamands ont fait une toute petite ouverture en disant qu'ils voulaient bien continuer à négocier sur BHV, mais négocier sur la base du texte de Jean-Luc Dehaene. Et ça, on sait que ça ne convient pas du tout aux partis francophones. En plus, sinon, c'est jeudi à la Chambre, alors on vote. Ça fait un nouvel ultimatum. De nouveau, pas pour détendre les francophones, donc on n'a pas vraiment de raison d'être rassuré. Alors, le roi consulte, on l'a entendu, il n'a toujours pas accepté, ni refusé d'ailleurs la démission du gouvernement. On ne sait pas finalement si on devra retourner aux urnes dans les prochaines semaines. Pendant ce temps-là, il y a toujours une menace de coup de force flamand qui pèse. Oui, puisque la Chambre, le Parlement n'est pas dissous et que lundi, il y a une nouvelle conférence des présidents à la Chambre, c'est-à-dire les chefs de groupe qui se réunissent, qui doivent décider, flamands et francophones, si on met oui ou non à l'ordre du jour ces propositions de loi pour scinder BHV. C'est toujours bien l'intention, visiblement, des partis flamands en l'absence de compromis. Donc on peut dire qu'on est dans un sas. Il faudrait que ce soit un sas de décompression, parce que sinon ce sera l'implosion et les élections. Merci Joanne pour ces explications. Alors, des élections qui risquent d'être profitables, si élection il y a, au Parti nationaliste flamand. En attendant, hier soir, près de 2000 personnes s'étaient donné rendez-vous à Vilvoorde au son des tambours et des chants nationalistes flamands. Une manifestation pour la scission de BHV, mais aussi pour la scission de la Belgique. Étaient présents des membres du Talaxi Comité, du Voorpost ou encore du Vlaams-Belang, mais aussi Jean-Marie de Decker, Bart de Wever, ainsi que des délégations de l'Open VLD et du CDNV.
Revenons sur le rôle du roi dans cette crise. Immédiatement, après avoir reçu le Premier ministre, Yves Le Terme, c'est Patrick de Waal, le président de la Chambre, qui s'est rendu au château de Laken. Dans pareille situation, le protocole a-t-il été respecté ou le roi a-t-il outrepassé ses pouvoirs? Tentative de réponse avec Christine Lennartz. C'est en grande partie ici que ça se passe. Depuis hier, les visites au Palais Royal se succèdent. Le roi consulte tous azimuts. Mais quel rôle joue-t-il exactement? A-t-il les clés en main pour résoudre la crise? Pas vraiment. Selon ce politologue, le travail d'Albert II consiste surtout à calmer le jeu. Il essaye effectivement de calmer le jeu, d'une part en faisant prendre conscience aux Flamands qu'ils peuvent pas réellement décider tout seul, et en faisant prendre conscience aux francophones que s'ils continuent à bloquer, les Flamands vont s'exaspérer de plus en plus. Le roi tenterait donc d'apaiser les esprits. Oui, mais côté flamand, il en exaspère certains. Jean-Marie de Decker, par exemple. Il estime que le roi est sorti de ses prérogatives en invitant, dit-il, le président de la Chambre, Patrick de Waal, à repousser la séance plénière où les partis flamands espéraient pouvoir voter la scission de BHV. Une visite chez le roi, un tout petit café, probablement, je ne sais pas si c'est avec un cognac, oui ou non, chez M. Albert, et c'est fini la démocratie. On change d'avis. Est-ce que le roi est sorti de ses prérogatives en invitant Patrick de Waal à repousser la séance plénière de la Chambre? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Patrick de Waal avait déjà émis l'idée de report de la discussion parce qu'on ne discute pas au Parlement pendant que le roi est en train de faire des consultations avant d'aller au cabinet royal. Et donc là, on peut se dire que ce n'est pas nécessairement le fait que Patrick de Waal ait été là qui a changé l'agenda politique. Albert II ne serait donc pas sorti de son rôle. C'est la vision des observateurs francophones. Reste à savoir ce qu'en pensent leurs homologues flamands. Une crise politique comme celle-ci ne tombe jamais au bon moment, mais là c'est le pompon comme diraient certains. La Belgique commence à peine à se relever de la crise économique. Alors y aura-t-il un impact financier? Certains parmi la classe politique sont relativement inquiets. Ophélie Fontana. Sous les feux de l'actualité toute la journée, Alexander De Croo était encore hier soir sur ce plateau de la VRT. La jeune garde politique affrontait l'ancienne, mais le ministre d'État Mark Eyskens n'a rien perdu de sa verve. Het gaat over het vertrouwen in België. En wat is er vandaag gebeurd op de financiële markt? De spread, de interestvoet, is aanzienlijk gestegen. Ten nadele van België. Dat is gebeurd. En dat is uw fout.